Bonjour à tous, merci de nous donner l'occasion de venir parler de médecine intégrative en oncologie, un sujet qui va détonner peut-être pour certains comparé aux excellentes présentations rigoureuses scientifiques de ce matin. Pour certains, c'est souvent décrit comme abstrait, mais pourtant, on va chercher à vous montrer que cette discussion a largement sa place ici. La médecine intégrative, pour lui donner une définition simple, c'est une approche thérapeutique globale qui va être centrée tant sur l'ensemble de la personne, de notre patient, que sur son projet de soins. Et ce, via une combinaison coordonnée des traitements conventionnels, dont on vous a largement parlé ce matin, mais aussi de médecine complémentaire, donc de thérapie alternative ou complémentaire. Pour illustrer le propos, notre médecine actuelle est souvent vue comme très centré avec une loupe sur le patient ou sur sa maladie, sur son cancer, et en découle du coup les traitements qui pourraient être par exemple intraveineux ou de chirurgie. L'approche intégrative est beaucoup plus globale et prendra le patient dans son ensemble avec une loupe vraiment qui va sortir en vision méta et qui va intégrer par exemple cette poche de chimiothérapie qui coule. On propose de vous parler d'un patient qu'on a récemment vu, rencontré et qu'on suit maintenant à notre polyclinique d'oncologie. Un jeune patient, 64 ans, jeune retraité, qui ne prend pas de médicaments, qui n'a pas d'antécédents particuliers. À 50 ans, il a fait une coloscopie normale, il a suivi les recommandations. Ensuite, il tarde un petit peu à faire son contrôle suivant et à 64 ans, la coloscopie découvre un adénocarcinome du côlon gauche. Malheureusement, la lésion est quand même un peu profonde. Elle nécessite une chirurgie, une colectomie avec colostomie. En l'occurrence, on lui explique qu'elle sera provisoire. Le diagnostic qui va découler ensuite parle d'un cancer malheureusement un petit peu plus avancé que ce qu'on avait pensé avec une atteinte ganglionnaire. Et on lui annonce alors à ce moment-là qu'il aura besoin d'une chimiothérapie adjuvante et c'est là que l'oncologue rentre dans la course. On va lui parler bien sûr de traitements médicamenteux avec une chimiothérapie. Nous allons aussi aborder les soins de support, que ce soit médicamenteux également, mais d'autres approches bien sûr. Et vraiment beaucoup s'attarder avec la médecine intégrative sur les symptômes, les signes actuels, les attentes, les envies et les demandes de ce patient. Ce qu'il faut se dire, c'est que cet homme est arrivé d'un dépistage et quand nous on le rencontre, il dit oui mais moi je pensais qu'une petite opération ça serait facile, je finis maintenant avec une poche à caca et là vous me parlez que je dois encore faire un traitement. Donc en plus d'une discussion et d'une décision partagée sur quel traitement et comment faire, il y a un certain nombre de signes et de symptômes que je vous propose que nous abordions et je laisse la doctoresse de l'étang poursuivre. Merci. Donc on va se retrouver face à ce patient avec un cancer colorectal, comme on l'a dit, et qui potentiellement va présenter donc tout un panel de symptômes, des symptômes qui peuvent être tant physiques, comme des troubles du transit, de la douleur, de la fatigue, des nausées, des vomissements, mais aussi des symptômes psychiques, notamment une anxiété, c'est un symptôme extrêmement fréquent chez nos patients, puis bien compréhensible, mais aussi une image de soi qui peut être dégradée, tant par le statut post-chirurgical que par d'autres traitements oncologiques qui vont entraîner une modification de cette image corporelle, et puis finalement des patients qui, face à ce finalement tsunami qui leur tombe dessus, présentent une grande incertitude quant à leur avenir. Il ne faut pas non plus négliger le fait que ça va être des patients qui vont être soumis à de nombreux traitements médicamenteux, tant nos traitements oncologiques que nos traitements de support, aussi des patients qui vont avoir beaucoup de comorbidités, donc qui vont être potentiellement polytraités, et donc qui vont peut-être aspirer à avoir une prise en charge de leurs symptômes qui va être non médicamenteuse à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en termes de médecine intégrative, de médecine complémentaire dans ce cas-là? Eh bien, finalement, si vous allez sur le site de l'ASCA, donc la Fondation suisse des médecines complémentaires, il y en a plus de 150 qui sont répertoriés. On vous en a mis un petit échantillon dans ce petit sac et vous voyez que ça va de la médecine chinoise à l'ostéopathie, en passant par la réflexothérapie, l'homéopathie ou bien même la zoothérapie. C'est extrêmement divers et varié. Quand vous allez sur le site de l'ASCA, vous avez ces thérapies donc, qui sont finalement classées sous 12 items selon les types de méthodes. Donc finalement, face à toute cette diversité de médecine complémentaire proposée,
comment est-ce qu'on va faire pour essayer d'orienter notre patient vers la ou les thérapies complémentaires qui vont le plus répondre à son ou ses besoins. Alors là, le principe de base, ça va être pas un symptôme pour une thérapie. C'est pas parce que vous avez des nausées qu'on va faire forcément de la réflexologie. Ça va être le temps d'une grande discussion avec votre patient qui va être basée effectivement sur ses symptômes, qui va probablement hiérarchiser aussi ses symptômes. On va prendre en charge les plus prioritaires et puis qui va faire aussi appel à ses expériences. On sait qu'un tiers de nos patients ont déjà eu affaire aux médecines complémentaires, donc ses expériences vis-à-vis de ces médecines alternatives, ses attentes, mais aussi ses peurs. Donc on va prendre un grand temps de discussion là-dessus. Et puis il faut bien comprendre que cette prise en charge de médecine alternative, elle va venir comme un support à notre médecine conventionnelle et elle va agir tant sur le plan physique que psychique, on l'a vu avec les symptômes. Et cette prise en charge, on va pouvoir la faire tout au long de notre prise en charge oncologique. Évidemment, comme dans le cas de notre patient, lors du diagnostic, pendant les traitements, mais aussi pendant tout le suivi oncologique qui dure plusieurs années. On vous a mis quelques exemples en dessous. Nos patients vont être évidemment exposés à beaucoup d'imagerie, beaucoup de gestes invasifs. Je pense notamment aux biopsies, aux postes de Davy. Et on va être souvent amené à faire appel à de l'hypnose ou des techniques de relaxation. On va aussi avoir évidemment les nausées, les vomissements induits par nos traitements. Là, on peut par exemple faire appel à l'acupuncture, l'auriculothérapie ou bien la réflexologie. Et puis, pour illustrer le côté psychique, l'anxiété qui est quand même un symptôme extrêmement présent chez nos patients, le yoga, le qigong ou les massages peuvent jouer leur rôle. Là, ce sont vraiment des exemples qui vous sont donnés. Encore une fois, il faut vraiment prendre le temps de discuter avec votre patient. On vous a mis une petite courbe, un peu plus comme un clin d'œil cette fois-ci, parce que dans notre spécialité, qui est vraiment une spécialité très evidence-based, où on est plus habitué à travailler avec des outcomes de type survie globale, survie sans progression, et bien là, une fois n'est pas coutume, on va plutôt axer sur le contrôle des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie. Parce que c'est ça qu'on va avoir dans notre viseur pour l'utilisation de cette médecine intégrative, c'est la qualité de vie pendant le traitement et après le traitement de nos patients, parce que on sait que dans certains cas, à l'extrême, l'absence de gestion des symptômes va compromettre la poursuite du traitement oncologique. Donc, gérer bien nos symptômes, les symptômes de nos patients, avec l'aide de la médecine intégrative, permet de façon logique le bon déroulement du traitement de médecine conventionnelle. Et je vais passer la parole au docteur Chevalier pour la prise en charge. En Suisse, la loi est dure. Avec la MAL, malheureusement, seulement 4 thérapies complémentaires sont prises en charge. En l'occurrence, l'homéopathie, la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture, qui est la plus connue et la plus utilisée souvent et la plus décrite dans la littérature, la phytothérapie et la médecine anthroposophique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être médecin FMH et avoir en plus un titre dans une de ces 4 spécialités pour pouvoir être remboursé et donc que votre patient puisse accéder pleinement à ces thérapies. Néanmoins, malgré cela, le nombre de séances est limité dans son remboursement. D'un autre côté, on parle d'assurance complémentaire, mais là, c'est du cas par cas. Bernice vous parlait avant de la fameuse ASCA, cette fondation suisse pour les médecines complémentaires. Elle a cherché à avoir un standard dans la formation, dans la reconnaissance des diplômes, mais parfois ça ne suffit pas. Les assurances peuvent encore décider d'elles-mêmes qui et comment sera remboursé, avec également une limitation dans le prix ou le nombre de séances. Bref, l'inégalité est claire dans l'accès à toutes ces différentes thérapies. Les patients qui ont les moyens ou qui ont les envies peuvent y accéder beaucoup plus facilement et rapidement, et malheureusement des patients qui sont un peu plus limités parfois ne peuvent même pas avoir accès à tout cela. Donc pour conclure, parlons des accès à ces thérapies alternatives et complémentaires. Nous avons la chance d'avoir en ville un certain nombre de structures. Je ne me permets de citer que nos plus grands partenaires qui sont la Ligue contre le cancer et Otium, mais il y en a bien sûr d'autres, privés comme publics. Beaucoup de nos patients, nous les partageons, nous les échangeons avec ces structures, heureusement d'ailleurs. Et
Au HUG, le travail est en cours avec le service de médecine de première cour et le service de médecine interne et surtout la fondation privée des HUG. Un budget a été alloué et en main maintenant de quelques personnes et nous allons faire partie du groupe de travail, nous l'espérons, pour pouvoir développer ça et offrir ces services aux patients au sein des HUG, même si au final nous ne pourrons pas forcément le facturer comme une prestation LAMAL standard. C'est en tout cas notre rêve. Merci beaucoup.